Parfait. Allez. Très bien. Je peux peut-être reprendre mes mots. Alors nous en étions au pays de Beach. Donc c'est là où j'ai connu le docteur Pellaccia, puisque nous sommes réservistes tous les deux et nous avons animé une session de formation à l'attention des étudiants en soins infirmiers, mais aussi médecins, non-médecins. On a croisé plus de 600 étudiants des professions de santé, et ce depuis, je dirais, pas depuis, mais dès 2004, oui, 2004, l'année 2004-2005. Et donc, pendant ces longues soirées, M. Pellaccia avait pour habitude de me poser des questions métaphysiques et celles effectivement, du périmètre de compétences des infirmiers, des ambulanciers, puisque nous avons croisé dans cette organisation pédagogique originale, y compris des gens qui venaient de l'agroalimentaire, des écoles vétérinaires, etc. Et ce genre de questions métaphysiques, faut-il, ne faut-il pas, faut-il leur enseigner l'intubation, ne faut-il pas enseigner l'intubation, alors même que quand ils sont sous les drapeaux, c'est-à-dire quand ils font de la réserve, ils peuvent intuber s'ils sont infirmiers diplômés d'État. Dès qu'ils sortent et qu'ils reprennent leurs habits de lumière dans les SAMU ou dans les SMUR, eh bien là, ils ne peuvent plus s'ils ne sont pas infirmiers diplômés d'État. Donc, sommes-nous schizophréniques, nous autres les professions de santé? C'est à cette question métaphysique que je vais essayer de répondre, d'autant je vous disais que quand j'ai connu Strasbourg, je l'ai connu dans le cadre de diplômes interuniversitaires d'éthique médicale, et là aussi on venait pour réfléchir à croire qu'en Alsace on réfléchit beaucoup. Alors doit-on enseigner aux professions de santé des gestes ne relevant pas de leurs compétences? On va y aller. Deuxième question, qu'en est-il de ces gestes techniques, de ces gestes et ces techniques de soins que ces professionnels de santé sont amenés à réaliser sur le terrain? Alors pour moi, eh bien, comme on vous l'a dit, c'est un dilemme, certes, mais c'est une réponse juridique sans équivoque. Un dilemme autour de logiques différentes, on l'a vu, allez-y, encore. Voilà, donc cette réponse juridique sans équivoque. Et puis là où se situe, j'ai envie de dire, le cœur de ce dilemme, c'est-à-dire ce que j'appellerais, moi, l'obligation éthico-pédagogique de tout enseignant, quel que soit le métier, quelle que soit la formation qu'il dispense, c'est de donner une information la plus complète possible. Quand j'étais, il y a longtemps, enseignante à l'Institut de formation dans lequel j'exerce toujours aujourd'hui, mais à d'autres fonctions, et que je parlais à mes étudiants de la prothèse totale de hanche, il ne me venait pas à l'idée de leur dispenser les soins infirmiers face aux patients porteurs de prothèse totale de hanche, sans parler des voies d'abord, sans parler du risque de lésion du nerf sciatique, sans leur parler des techniques, et j'ai envie de dire, et des postures en bloc opératoire, puisque c'est ma formation d'origine. Donc, une obligation, j'ai envie de dire, d'enseigner les choses, de transmettre les choses de manière la plus complète possible, et en même temps une conscience que les métiers de santé, notamment le métier d'infirmier, qui vient de loin, puisqu'au départ, dans notre histoire, nous allions, nos ancêtres infirmières allaient en sciences infirmières, en soins infirmiers pour se faire pardonner de leurs péchés, puis ensuite ça a été pris en main, ces affaires-là, par les sœurs, les gens de la religion. Il nous reste encore d'ailleurs cette cornette et ces blouses blanches pas très loin, c'est pesant. Mais enfin, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une évolution constante des métiers de la santé et du métier d'infirmier tel qu'il est aujourd'hui, par transfert d'actes, pas seulement d'actes, par transfert de ce qu'on appelle compétences. Et si je peux me permettre, docteur Barthier, une définition un tout petit peu différente de la vôtre, moi je dirais que la compétence, c'est un savoir agir en situation. Ça n'est pas ma définition, c'est celle de Guy Le Botterf, qui est un penseur des sciences de l'éducation et qui dit bien que la compétence aujourd'hui, quel que soit le métier, c'est un savoir, c'est-à-dire une formation théorique que l'on transfère, que l'on met en musique, que l'on met en action dans une situation clinique, une situation de métier.
Et puis vous en avez fait, bien entendu, vous en avez fait allusion tout à l'heure, une réponse nécessaire aux besoins de santé des populations, allant bien entendu jusqu'à l'assistance à personnes en danger. Est-ce que nous avons le droit, est-ce que c'est éthiquement correct que de dire je sais faire quelque chose, mais je n'ai pas le droit de le faire et je laisse devant moi quelqu'un souffrir ou même mourir? Malheureusement, si je le fais et que ça se passe bien, eh bien, pas vu, pas pris. Si je le fais et que ça se passe mal, eh bien là, je pense que la personne qui est à mes côtés et mon avocate qui est dans la salle, Dr Frédéric Clodo, de la faculté de médecine de Nancy, ne seront pas du tout d'accord. C'est-à-dire on peut faire les choses et dès lors que l'on est mis en défaut, eh bien c'est la réponse juridique qui est, elle, sans équivoque. Je l'ai articulée en plusieurs parties, cette réponse juridique. La première partie, c'est celle des personnels non médecins, non réglementés par le Code de la santé publique. C'est toutes les personnes qui travaillent dans le champ de la santé, mais qui ne font pas partie de la 4e partie du Code de la santé publique, qui sont dites professions non réglementées. Pour ces professions-là, ces professionnels-là du moins, quand ils commettent un délit d'exercice illégal de la médecine, quand ils contribuent à l'élaboration d'un diagnostic, au traitement d'une maladie sans prescription médicale ou sans contrôle médical, ils sont sous le coup d'un exercice illégal. J'ai pris dans la littérature quelque chose qu'on connaît, enfin, qui fait légion et qu'on connaît dès lors qu'on s'intéresse à ces questions. C'est le cas d'un technicien de laboratoire dentaire qui a été déclaré coupable, donc condamné, d'exercice illégal de l'art dentaire pour avoir pris des empreintes, préparé la cavité buccale et posé des prothèses dentaires. Et donc, c'est ce qu'on retrouve dans les écrits de la Cour de cassation de la Chambre de criminels en date du 10 mai 2000. Autre réponse juridique qui semble être aussi différente mais complémentaire, oui, c'est l'exercice illégal de la médecine tel que prévu par l'article L 4161-5 du Code de la santé publique. C'est pour effectivement pour les professionnels de santé qui, là, pour le coup, eux, sont régis par le Code de la santé publique. Alors on dit, cet exercice libéral est encodé de cette manière, c'est-à-dire qu'il est constitué lorsqu'une personne non titulaire d'un diplôme médical établit un diagnostic et ou préconise ou applique un traitement et laisse croire en une guérison. C'est aussi, merci, ce qui peut se passer pour les professionnels de santé et en particulier, j'en prie, un métier que je connais un petit peu mieux que les autres, allez-y, c'est celui des infirmiers. Alors, comme je l'ai écrit sur ce slide et comme vous pouvez le lire, la plupart des professionnels de santé peuvent être impliqués occasionnellement dans un exercice illégal de la médecine, lorsqu'ils dépassent leurs compétences. Et je répète, la compétence s'entend ici comme le savoir, c'est-à-dire le savoir théorique, mais aussi la mobilisation de ce savoir théorique, de ces gestes, dans un milieu clinique. Et qu'ils pratiquent, bien entendu, des actes réservés aux médecins. Alors, le cas tout à fait particulier des infirmiers et des infirmières, eh bien, ces personnes, plutôt ces professionnels, vont tomber, eux, sous le coup de l'exercice illégal, mais aussi sous le coup de l'incrimination d'exercice illégal de la médecine. C'est un tout petit peu différent. Donc, qu'en est-il des règles professionnelles qui nous bordent? Eh bien, c'est le cas donc, des compétences de l'infirmier. Je rappelle que l'infirmier exerce en dérogation de l'exercice médical. Ça, c'est un préliminaire. Et deuxièmement, qu'il est bordé par un décret d'acte appelé improprement décret de compétence. C'est-à-dire qu'on nous dit, ça, vous pouvez le faire, ça, vous ne pouvez pas le faire, ça, vous pouvez le faire tout seul, ça, vous pouvez le faire si le médecin le prescrit. C'est donc le rôle propre de l'infirmière, le rôle sous prescription et le rôle en collaboration. Quand il agit dans le cadre de son rôle propre, les choses sont simples. C'est lui qui décide, donc qui recueille les données, qui pose un diagnostic, notamment dans le domaine infirmier, qui analyse ces données, qui pose des plans de soins, qui met en place des actions et qui les évalue. Les choses sont claires. Il est seul responsable devant le juge quand il
il est dans le champ de son rôle propre. C'est-à-dire que ce rôle propre n'est pas sous-tendu par une prescription. Par contre, effectivement, et vous avez fait allusion à cet aspect, il peut aussi travailler dans le champ de la collaboration, bien entendu, mais aussi il peut travailler dès lors qu'il y a un protocole daté, signé par le médecin. Et là, en effet, les choses deviennent un tout petit peu plus complexes. Néanmoins, est-ce qu'on peut dire que nous n'avons pas évolué, en tout cas certaines spécialisations qui sont celles de notre métier aujourd'hui, possibles par le diplôme initial et complémentées par une formation, donc un savoir supplémentaire, comme le champ d'exercice des IAD, des infirmières d'anesthésie, des infirmières de bloc opératoire, des PUR, qui, elles, ont étendu leur champ de compétences, souvent sous la responsabilité et bien souvent en présence d'un médecin. C'est un champ qui s'est ouvert, mais qui reste bordé par l'exercice médical. Je rappelle que si une infirmière anesthésiste réanimatrice peut dispenser une anesthésie, elle doit le faire en présence d'un médecin pouvant agir à tout moment. Alors là, il y a les cas de l'urgence. Et là, effectivement, les choses se complexent un petit peu en entonnoir. On sait très bien ce qu'on peut faire, et plus on arrive dans le particularisme et les situations particulières, et plus les choses deviennent compliquées. En effet, en l'absence d'un médecin, l'infirmier peut mettre en œuvre des protocoles de soins. S'il y a urgence vitale, même s'ils ne sont pas datés et signés, il peut le faire. Par contre, rien ne dit dans l'histoire qu'il doit déborder de son champ de compétences. Il peut mettre en place des éléments qui vont permettre des actes conservatoires, mais en aucun cas, le texte ne dit que ces actes conservatoires, il peut les faire en dérogation des trois rôles que le législateur lui a octroyés, c'est-à-dire le rôle propre, le rôle en collaboration et le rôle sur prescription. Alors, pour terminer cette réponse juridique, eh bien, profession médicale bordée par une profession réglementée, c'est-à-dire quatrième partie du Code de la santé publique, ou personnel qui se dit travailler dans le champ de la santé, et je tairai les appellations diverses et variées pour ne pas être trop dans la polémique, eh bien, tous peuvent, s'ils font des choses qui ne sont pas prévues par la loi, être sous le coup de l'exercice illégal. Alors pour autant, cette obligation de formation dont je vous parlais tout à l'heure, est-ce qu'on doit l'ignorer? C'est bien là que réside le dilemme. Partant du principe, je vous l'ai dit, qu'une formation doit être la plus complète possible, qu'elle doit envisager les choses de manière le plus large possible, parce que faire de la rétention d'informations, c'est pour ma part être dans une attitude non éthico-pédagogique. Il faut bien entendu dispenser une formation la plus complète possible pour répondre aux besoins des populations. Vous avez fait allusion tout à l'heure aux problèmes démographiques des professions de santé qui sont toutes tendues. Est-ce qu'on doit rester les bras croisés en se disant on n'a pas le droit de faire, donc on va laisser les populations périr ou souffrir ou autre? Bien sûr que les situations aujourd'hui sont de plus en plus complexes quand on est en exercice clinique, et bien entendu aussi qu'il ne s'agit pas de dire je l'ai vu faire, donc je pense que je sais le faire, donc je vais le faire. J'avais un maître en chirurgie, lorsque j'étais infirmière de bloc opératoire, qui disait la chirurgie est très simple, et d'ailleurs elle semble être à la portée de tous dès lors qu'elle est bien faite. Je crois qu'il ne faut pas être dans cette illusion. Je vois faire l'acte chirurgical, je me dis, je l'ai vu faire 20 fois. C'est autre chose que de tenir le bistouri et l'écarteur. Alors bien sûr, vous le savez, la formation infirmière est universitarisée depuis le 31 juillet 2009. C'est-à-dire que nous avons un nouveau partenaire, en formation, et pas des moindres, c'est les universités, notamment quand elles ont une composante santé. Nous sommes en lien avec elles, et ils nous envoient des enseignants, des professeurs d'université, des personnes habilitées à enseigner dans les sciences biologiques et médicales.
Et puis cette formation, nous, universitarisée, à la lumière des accords de Bologne, du protocole de Bologne, est déclinée en 3 paliers. Premier palier, le niveau licence, avec comme précepte apprendre à apprendre. Bien sûr, il faut apprendre à apprendre, mais avant d'apprendre, il faut pouvoir comprendre. Donc, une formation qui est compréhensible, que l'on peut comprendre, une formation qui va nous permettre d'agir, et une formation aussi que l'on peut transférer, c'est-à-dire que l'on peut faire dans une situation particulière et que l'on peut ensuite mettre à profit des usagers du système de santé, quel qu'il soit, public ou privé, mais qu'on peut réitérer en toute sécurité. Alors moi j'ai une réponse. Je vous ai dit non, nous vous avons dit non, mais j'ai peut-être une réponse, non pas dans ce que les autres font, mais dans ce que nous allons faire demain à l'Université de Lorraine. Je vous laisse dire 2 mots. Alors, notre réponse, eh bien, vous n'avez pas la maîtrise sur l'Université de Lorraine, moi non plus, hein. Mais il y a peut-être une réponse, effectivement, c'est celle de la mise en place des pratiques avancées qui allient une formation de haut niveau, un périmètre d'exercice élargi et sécurisé. Qu'est-ce que sont ces pratiques avancées? Eh bien, c'est le niveau master, au sens du processus de Bologne, licence pour les infirmiers, master pour un certain nombre de spécialités aussi dans le sens de ce que le rapport dont vous avez fait allusion, qui est le rapport Hénard-Cadet-Berland. On le connaît bien en Lorraine puisque c'est notre député, Laurent Hénard, et bien entendu, ça ne nous a pas laissé insensibles, cette espèce de trou qu'il décrit entre une formation à Bac plus 3, qui est une formation au niveau licence, une formation médicale à Bac plus 12, 13, 14, 15, en fonction de la spécialisation, et rien au milieu. Les pratiques avancées sont une formation à Bac plus 5, au niveau master. Je termine très rapidement. Je vais vous en dire 2 mots. C'est un consensus international autour d'un rôle pivot central de l'infirmier ou du praticien avancé en santé. Il va avoir un rôle particulier dans le suivi des patients, tant dans la prévention, ce qu'on appelle le care, que le cure, c'est-à-dire l'aspect curatif. Ce sont des gens qui sont novateurs en technique et en prise en charge globale. Ils dirigent des projets cliniques et les évaluent. Ils font de la formation et de l'encadrement de leurs pairs. Et bien entendu, ils ont une formation de niveau master, voire de niveau doctoral. Et mon seul vœu pour notre profession, c'est que nous puissions avoir rapidement des enseignants-chercheurs en sciences infirmières, puisque là aussi, nous avons travaillé sur la mise en place d'une équipe d'accueil en pratique avancée à l'Université de Lorraine. Alors, je dirais non d'un point de vue juridique, mais peut-être, si et seulement si, les pratiques avancées sont mises en place, qu'elles intègrent la recherche dans la pratique clinique, qu'il ne s'agisse pas simplement d'un transfert de tâches, mais d'un transfert de compétences, c'est-à-dire un savoir, un savoir-faire et bien entendu une reconnaissance, qu'elles permettent la mise en œuvre de protocoles de suivi et d'évaluation de la qualité des soins dispensés et qu'elles ne soient pas non plus simplement au bon gré des ARS, ici on peut faire ça et ailleurs on peut faire différemment, qu'elles obligent enfin les infirmières françaises à la publication d'études, partager son savoir, et notamment son savoir infirmier, au niveau national bien entendu, mais aussi au niveau international, dans des revues avec une reconnaissance, des revues avec impact factor. Enfin, qu'on puisse réaliser une consultation paramédicale encadrée et que tout cela s'adosse, je l'ai dit, je le redis, sur une formation et un haut niveau de qualification, au niveau master ou doctorat, comme ça existe dans bon nombre de pays que l'on regarde avec condescendance, comme les pays latins, par exemple l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Merci.